Salam tout le monde, ici Kamel. Je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous raconter une anecdote, une petite anecdote qui m'est arrivée en Algérie. C'est simplement le jour où j'ai le plus flippé, où j'ai le plus eu peur de ma vie. Je vais vous la raconter. Ça s'est passé bien sûr en Algérie. C'était le 5 juillet 1997. En fait, je repartais en Algérie pour les vacances. Et j'arrivais justement le 5 juillet 1997, jour de l'indépendance, en Algérie, un jour de fête de l'indépendance. Et ce jour-là, en fait, j'avais demandé à un peu à tout le monde qui vienne me récupérer à l'aéroport d'Alger. Et en fait, si vous voulez, personne ne voulait venir me récupérer parce que on était je préférais dans les années de terrorisme en Algérie, dans les années noires, ce qu'on appelle les années noires en Algérie. Personne ne voulait venir me récupérer, personne de ma famille était chaud à venir me récupérer. J'étais pas bien parce que je voulais partir en Algérie, je devais descendre sur Alger et bah tout simplement personne ne voulait me récupérer parce que c'était les années noires. Ma famille avait peur, ma famille avait peur de me récupérer. Mais bon, vers le 4 juillet, vers 23 h, un de mes cousins m'a appelé et il a appelé ma mère et il lui a dit t'inquiète, je vais venir te récupérer. Je vais venir te récupérer malgré les dangers, bah je vais venir te récupérer. Mon cousin Sofiane, bah, merci à lui, hein, jusqu'à aujourd'hui je serai toujours reconnaissant. Donc ils sont venus, moi j'ai atterri à Alger le 5 juillet 1997, il était à peu près 21h30 et je devais me rendre jusqu'à Feraoun, une commune à une cinquantaine de kilomètres d'Alger, de Béjaïa pardon, je dis n'importe quoi, une 50 kilomètres de Béjaïa. Et bizarrement, mes cousins m'ont récupéré. Et moi, j'étais petit, j'avais peut-être 12-13 ans. Et je savais pas exactement, enfin, je savais pas ce qui se passait vraiment en Algérie. Je savais qu'il y avait du terrorisme, tout ça, mais je savais pas que c'était aussi chaud que ça. Et mes cousins ils sont venus, ils m'ont récupéré. Un de mes cousins et ben, un autre plus grand, plus âgé, plus grand cousin, il avait 40 ans, c'était déjà le maire à l'époque de la commune de Feraoun. Et on est parti sur la route, et bizarrement sur la route, pas un mot. Pas un mot, je sentais très bien qu'il y avait une tension, qu'il y avait quelque chose, et je sais pas exactement ce qui... Je sais pas pourquoi ils avaient peur, moi je comprenais pas, je venais de France, j'entendais ce qui se passait, mais je comprenais pas leur phobie en fait. Et là on roule, jusqu'à jusqu'à arriver à un barrage qui s'appelle Erkolen. Et en fait, arrivé à ce barrage-là, après c'est plus tard que j'ai compris que c'était un barrage en fait où l'armée et le GIA se faisaient toujours la guerre. Ils se faisaient la guerre constamment pour ça, pour prendre ce qu'on appelle le checkpoint. C'était un point où on savait jamais, en fait, les Algériens ne savaient jamais, et ils évitaient de prendre cette route-là. Ils savaient jamais si c'était l'armée ou si c'était les terroristes bah, qui tenaient le checkpoint. Donc en fait, avant d'arriver là-bas, peut-être 200, 300 mètres avant, on voit des lasers rouges en plein dans nos yeux. Mais bref, mon cousin, il réduit la vitesse, il roule beaucoup moins vite, jusqu'à arriver au checkpoint. Jusqu'à arriver au checkpoint où il y a un gros phare qui nous éblouit les yeux et il demande de nous arrêter. Il demande de nous arrêter. Et là, je voyais mon cousin qui avait peur. Il avait très très peur. Mon cousin qui était à côté, il n'osait même pas le regarder. Moi, j'étais derrière. J'avais peut-être 13 ans. Et bah, je voyais qu'ils avaient peur. Je voyais qu'ils avaient très très peur. Mais bref, je me suis dit que j'étais naïf. J'étais naïf. Je me dis pourquoi ils ont peur.
Et j'entends un de mes cousins qui me dit c'est eux, c'est eux. Qu'est-ce que ça veut dire c'est eux, c'est eux? Et je savais qu'on était en plein je savais qu'on était en pleine décennie noire, quoi. Je me suis dit c'est eux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les terroristes? Est-ce que je vais mourir tout de suite? Et on avance, jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui nous stoppe et demande à mon cousin d'ouvrir la fenêtre côté le côté conducteur. Côté conducteur, il lui demande d'ouvrir la fenêtre. Et mon cousin, par peur, il veut pas ouvrir la fenêtre. Il l'ouvre, mais il ouvre même pas un tiers de la fenêtre. Et la personne qui est en face lui dit non, tu ouvres complètement ta porte. Tu ouvres complètement ta fenêtre. Tu ouvres tout. Mon cousin refuse. Il lui dit non, je sais pas qui tu es, j'ouvre pas la fenêtre. Mais malgré tout, comment dire, avec la pression qu'il lui a mis la personne, c'était une personne habillée en militaire, hein. Nous on savait pas si c'était des militaires ou si c'était des terroristes à l'époque. Mais il a ouvert la fenêtre. Il a ouvert un tiers. La personne n'a pas accepté qu'il ouvre un tiers. Il a forcé la porte. Et tu ouvres et il lui a mis une claque. Une fois qu'il a ouvert toute sa fenêtre, il lui a mis une claque en pleine tête. Ils nous ont sortis, ils étaient 5 militaires autour de la voiture. Et ils nous ont forcés. Ils nous ont forcés à, ils nous ont forcés à ouvrir la fenêtre entièrement. Donc mon cousin, il s'est pris une claque en pleine tête. Ils ont dit maintenant vous sortez tous les trois de la voiture. On est sortis tous les trois de la voiture. Et moi, étant émigré, à l'époque, enfin, je parlais pas arabe. Jusqu'aujourd'hui, je ne parle pas arabe. Je parle que le kabyle. C'est pas que je veux pas parler l'arabe, mais c'est héréditaire, on va dire. Mon père parlait kabyle, ma mère parlait kabyle, et j'ai jamais pu apprendre l'arabe. Et je suis pas, une nouvelle fois, je suis pas contre les arabes, hein, mais c'est juste que, voilà, j'ai grandi comme ça. Mes parents parlaient, mes grands-parents, mes parents parlaient kabyle. On m'a enseigné le kabyle et j'ai appris le kabyle par l'arabe. Donc là, on nous sort tous les trois de la voiture. Et une fois que ils nous sont sortis tous les trois de la voiture, c'est là où j'ai vraiment flippé parce qu'en fait, on était en plein dans une forêt. Et autour de la forêt, en fait, il y avait plein de militaires. Mais on ne savait pas si c'était des militaires ou si c'était des terroristes. Ça veut dire que dès que je suis sorti, dès qu'on est sortis tous les trois, on a entendu clac 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 clac. Tous ceux qui étaient autour de la forêt, c'était des militaires en l'occurrence, et ils rechargeaient tous leur Kalachnikov. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, on est mort. On est clairement mort. Quand vous entendez des rechargements, vous savez pas si c'est des terroristes ou si c'est des militaires, et ben vous avez très peur. Je pense que même j'ai lâché quelques gouttes dans mon pantalon. Et à ce moment-là, le militaire, il m'attrape. Il attrape mon maillot. J'avais un maillot Juventus Zidane 21. Il m'attrape par le col. Il me serre contre la voiture. Il me dit tu vas ouvrir le coffre, mais en arabe. Et moi je comprenais pas ce qu'il me disait. Il me dit comment ça se fait que tu comprends pas l'arabe, ya de haram. Je lui dis écoute, j'ai grandi en France. Mes parents sont originaires de Kabylie. Ils m'ont toujours parlé en kabyle. J'ai jamais appris l'arabe. Je connais pas un mot d'arabe. Je comprends un petit peu, mais je connais pas l'arabe. Et il me dit, bah, on va te l'apprendre l'arabe. Il me dit, ftah le bab. Ouvre le coffre, ouvre le coffre. J'ouvre le coffre. Et là, il a commencé à regarder dans mes bagages. Il voit un ballon de foot. Il voit des tchatchaouettes, des bonbons, mes affaires. Tout ce que j'avais à ramener pour passer mes vacances tranquillement, quoi. Et là, il me dit, ça, c'est pour nous.
il prend les céréales, il prend les cacao, il prend les cafés, il prend le chocolat, il prend les cacahuètes, il prend les bonbons. Il me dit tout ça c'est pour nous. Et il me tape la tête contre le coffre. Mais quand je vous dis il me tape la tête contre le coffre, il me tape vraiment la tête contre le coffre. J'avais même un hématome sur le front. Peut-être 2 semaines après, j'ai gardé l'hématome au bout de... J'ai passé les vacances comme ça en fait, avec un hématome sur le front. Ça, c'était les algues noires d'Algérie. Et en fait, il a tout pris, tout ce que j'avais. Il m'a pris le café, le chocolat, il m'a pris les bonbons, les cacahuètes, le savon, tout ce que j'avais ramené en fait pour la famille, les robes, tout ça, il m'a tout pris. Il m'a tout estoqué. Et bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à des hommes armés? Qu'est-ce que vous voulez que mes cousins y fassent face à des hommes armés? Voilà, il m'a tout pris. Et il y a une seule chose, en fait, que j'ai refusé qu'ils me prennent. Je m'en souviens très très bien. C'est mon ballon de foot. Je lui dis non, s'il te plaît, ne le prends pas. Ça, c'est pour les cousins, c'est pour les amis du village. Ils n'ont pas de ballon en cuir, ils savent pas à quoi ça ressemble. Je dis, laisse-moi ce ballon-là. Ce ballon-là, je préfère que tu me tues, que tu me laisses, que tu prennes le ballon. Tue-moi, mais ne prends pas le ballon. Envoie-le à tous mes amis villageois, à tous les amis villageois que j'ai là-bas en Kabylie. Ne le prends pas. Ne prends pas ce ballon. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, toi, t'es un bonhomme. Il m'a dit, toi, t'es un bonhomme, t'as pas peur. Il m'a dit, mais tu sais pas où tu mets les pieds. Il m'a dit, l'Algérie, c'est pas un pays pour les vacances. L'Algérie, il faut pas y aller. Mais l'Algérie, c'est mon amour. L'Algérie, c'est mon pays. L'Algérie, je l'aime. Et il a compris, il a vu dans mes yeux que j'étais prêt à mourir pour qu'il me laisse ce ballon. Un ballon de foot qui valait peut-être 15 euros. Je sais pas, 100 francs à l'époque. Il a compris qui j'étais. Et il m'a dit, t'inquiète pas, on n'est pas des terroristes. Il m'a dit, ton ballon, je vais te le laisser. Mais la prochaine fois, ne reviens pas en Algérie à cette heure-ci. Est-ce que tu m'as bien compris? Je dis, oui chef, laissez mes cousins tranquilles. Mes cousins étaient morts de peur, ils avaient peur. Ils avaient peur qu'ils les tuent. Mes cousins comprenaient parfaitement l'arabe. Ils savaient ce qu'ils me disaient. Ils essayaient de me traduire ce que me disait la personne, en fait, le militaire qui me parlait. Ils essayaient de le raisonner. Mais à chaque fois, ils se prenaient des coups. Ils se prenaient des coups violents. Ils sont ressortis de ce contrôle avec des hématomes sur le visage. Ça m'a marqué à vie. Mais malgré ça, tous les ans, je retourne en Algérie. J'aime mon pays. J'aime l'Algérie. Et je vous en supplie, faites de même. Ne laissez pas l'Algérie tomber. L'Algérie est notre pays. L'Algérie est notre patrie. Aimez-la. Aimez-la jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, ne laissez pas tomber cette lutte. C'est notre seul moyen de ouvrir une Algérie meilleure. Une Algérie qu'on a toujours rêvé. Nous émigrés, ou nous enfants du pays natal. On a toujours aimé, on a toujours voulu voir l'Algérie libre. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Mais je voulais vous faire partager ce moment-là parce que c'est le jour où j'ai le plus flippé de ma vie. Et je pense pas qu'un jour ou l'autre, j'aurais peur autant que ça. Aujourd'hui, j'ai plus peur de rien. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse me faire peur plus que ça. Imaginez-vous une forêt remplie de personnes qui rechargent au moment où ils vous voient. Imaginez-vous ça.
Voilà les amis, ne laissez pas tomber l'Algérie. Ne laissez pas tomber l'Algérie. N'écoutez pas ceux qui sont du côté du pouvoir, les artisans Malik, les je sais pas quoi, les je sais pas qui. Je sais même pas pourquoi je le cite lui, il ne représente rien en vérité. Mais je sais qu'il essaie de détourner beaucoup d'Algériens. Et je sais qui je suis. Je suis un Algérien et fier de l'être. Je parle pas certainement, je parle pas peut-être l'arabe, je parle le kabyle, mais je suis algérien pour autant. Mes frères et sœurs algériens, je vous aime. Ne laissez pas sombrer l'Algérie. Merci.